La suite du débat, c'est toujours le Burkina Faso. Nous sommes toujours avec nos invités Horus Donkovi, Constant Lemou et Madame Adanou Kenyossi. Avant de parler de l'engagement de Paul-Henri Sandaogo, et il s'est engagé à convoquer les forces vives de la nation. Nous allons toujours étudier, surtout avec minutie, le premier point, cette réunion virtuelle ce jour des dirigeants ouest-africains. C'est sûr que les sanctions vont tomber contre le Burkina Faso. Constant Lebou, vous aviez voulu ajouter quelque chose par rapport au développement de Horus Donkovi. Oui, c'est vrai, nous nous sommes posé la question si les sanctions contre le Burkina seraient les mêmes qu'au Mali. Ce qui est évident, ça ne peut pas être les mêmes sanctions. D'abord, lorsque les militaires ont pris le pouvoir au Mali, on n'a pas tout de suite fermé les frontières. Il y a eu des discussions entre la CEDEAO et les nouvelles autorités. Et suite à ce qu'ils ont appelé une promesse non tenue, je pense que le maître de la zone s'est senti vexé, a donné des injonctions que les présidents ou les chefs d'État ont entérinées sans véritablement y réfléchir. Je présume que cette rencontre virtuelle des chefs d'État ouvrira des discussions avec les nouvelles autorités du Burkina. Et à la longue, on verra quelle marge de temps on va accorder à la... Disons pour ne pas les pousser dans les mains des Maliens, des Guinéens. Et bien sûr, pour ne pas envenimer la situation, ils vont ouvrir les discussions. Et d'ailleurs, le colonel qui a pris le pouvoir a déjà annoncé ses intentions. Ce sera le prochain sujet. Je pense que moi, j'ai compris le temps mis pour organiser cette rencontre comme, disons, une période de réflexion par rapport aux résultats des sanctions contre le Mali. Il y a une semaine que le pouvoir a changé de main au Burkina. La situation constitutionnelle a été renversée, mais il n'y a pas eu une réunion d'urgence. Je peux dire, ça a été un film qui a été suivi depuis 2 semaines ou plus. Parce qu'il y a eu déjà arrestation d'un colonel accusé de fomenter un coup d'État. Juste après ça, annonce de manifestation pour contester la sécurité au Burkina, soutien au peuple malien. Et suite à ces manifestations, coup d'État. Pendant que les tirs, la mutinerie continuait dans les camps, dans les casernes, la CEDEAO a sorti un communiqué pour soutenir le pouvoir constitutionnel au Burkina Faso. Le lendemain, ce pouvoir constitutionnel a été renversé. Autrement dit, la commission de la CEDEAO et l'ensemble des chefs d'État suivaient l'évolution de la situation. Je suis surpris que lundi ou mardi, après la prise de pouvoir par les militaires, il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu, il y a eu une condamnation. Il y a eu une condamnation. Il n'y a pas eu véritablement une réaction forte de la CEDEAO à l'endroit de ces militaires qui ont pris le pouvoir. Il n'y a pas eu une rencontre d'urgence ni de la commission de la CEDEAO, ni des chefs d'État de la CEDEAO pour statuer. Et c'est maintenant une rencontre virtuelle. Est-ce qu'ils n'ont pas d'argent pour se retrouver dans une capitale? Est-ce qu'ils attendent les instructions du maître des lieux? Je vais parler du membre du Conseil de sécurité qui gouverne la zone CEDEAO et les pays francophones d'Afrique. Je vais parler de la France. Est-ce qu'ils attendent les instructions de la France? Pourquoi la France elle-même tarde à se prononcer sur le coup d'État? Mais lorsque vous écoutez les médias français, vous sentez un traitement d'information favorable à ce coup d'État. Ce qui me laisse penser que la France a changé de stratégie pendant que le Mali échappe à la France.
C'est pour avoir une nouvelle base, peut-être. Il faut désinstaller rapidement les systèmes mis dans les pays francophones de la zone qui risquent de tomber sous l'influence du Mali et donc de la Russie qui est en train de développer ses tentacules en Afrique de l'Ouest. Je me dis, ce coup d'État au Burkina peut être une réaction de la France après l'échec dans sa volonté de s'imposer au Mali. Et la France peut décider de désinstaller les pouvoirs qu'il trouve un peu faibles par rapport à la situation actuelle. C'est une question de géopolitique. C'est une question de géopolitique. Les pays membres du Conseil de sécurité qui ont le droit de veto, ou du moins qui décident de la vie qui doit se passer dans le monde, chacun a sa zone d'influence et nous sommes dans la zone d'influence de la France. Et on n'est pas surpris que lorsque la France est défiée dans sa zone, eh bien qu'elle prenne des mesures urgentes, même si ces mesures sont contraires aux principes démocratiques qu'on tente de nous faire croire à travers, disons, ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel, la protection de l'ordre constitutionnel, même lorsque l'ordre constitutionnel même est inconstitutionnel. Bon, là, franchement, il faut voir les contradictions et lire les intentions géopolitiques et économiques de ces puissances derrière ces organisations. Madame Adanou, vous aussi, vous pensez que par rapport à la situation au Mali, on fait un traitement particulier de la situation aujourd'hui au Burkina Faso? Au premier abord, on peut penser à ça. Et bon, jusqu'à maintenant, bon, la situation n'est pas encore claire. C'est pas encore clair. Se prononcer tout de suite là-dessus, c'est peut-être aller vite en besogne. Et tel que les choses se sont passées au Burkina, et bon, j'ai cru personnellement que bon, il y a la main de la France derrière. Et la France a un mode opératoire, les mutineries d'abord dans les casernes et après, bon, on va arrêter le chef de l'État et on le met quelque part ou bien on l'assassine, etc. On remet aux militaires, etc. Bon, l'homme fort. C'est vrai qu'on n'assassine plus tellement. Ça. Oui, bon, par le passé, bon, excusez-moi. Le mode opératoire a changé. Ça a changé un peu, mais bon, on a senti un peu qu'ils ont injecté un peu une partie de leur mode opératoire là-dedans. Et pourquoi est-ce que déjà l'homme fort du pays, dans les toutes premières heures, n'a pas pu parler à son peuple et n'a attendu que jusqu'ici et jusqu'à hier, et que les chefs d'État aussi vont se réunir aujourd'hui avant de sortir des communiqués pour appeler toutes les forces vives de la nation. Pour vous, il reçoit des consignes de quelque part. Oui, il y a là, mais bon, pour le moment, c'est encore flou. Ce sont des Attendons analyses. de voir vraiment et tout ce qu'il a dit. Est-ce que les bases qu'il va poser, on va voir tout ce qui en découle pour pouvoir quand même le noter. Je ne vais pas juger et le noter, l'apprécier par rapport à ses engagements et à ses objectifs, tout ce qu'il a promis à son peuple. Mais quand même, il faut reconnaître que la France ne va pas accepter quand même perdre facilement la sous-région comme ça, étant donné que déjà au Mali, la vie leur est déjà due, on leur demande de quitter, elle ne veut pas quitter, mais pourquoi ne veut-elle pas quitter là? Mais qu'est-ce qui est là? Quel est ce gâteau qu'il veut partager avec ces autres de l'Union européenne, de l'OTAN? On a vu l'arrivée des Danois qui a causé problème, qui rebrousse chemin et tout. Donc la France ne va pas accepter et cet affront-là tout de suite comme ça. Elle va réagir tout en essayant quand même de garder une partie pour elle, pour qu'elle soit présente quand même dans la sous-région pour pouvoir contrôler. Bon, elle tente encore quand même de s'immiscer quand même dans les affaires du Mali. Elle veut toujours contrôler. On a elle ne va pas perdre la face des affaires étrangères. Voilà, qui demande demande de dirigeants illégitimes. Voilà, qui demande même au ministre de la Défense de contrôler ses propos. Il a mis à sa place parce que c'est pas logique de déclarer de telles choses quand même sur les médias, étant donné que les clauses n'étaient pas quand même ficelées et vraiment adoptées d'un commun accord. Donc du coup, je crois que la France essaie quand même de lire
tout ce qui se passe au niveau des peuples pour pouvoir camoufler, pour pouvoir déjouer ou bien jouer sur leur détermination et leur proposer quelque chose comme ça, mais on attend de voir. Vous l'aviez dit tout à l'heure, qu'est-ce que Paul-Henri Sandaogo compte faire? Il s'engage au russe Donkovi à convoquer les forces vives de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il va contacter les politiques, qu'il va contacter les acteurs de la société civile. Maintenant, après, si vous voulez, c'est l'avenir qui nous dira, parce que ce sont les déclarations courantes qu'il y a justement lorsqu'il y a un renversement. Donc le défi, ça va être les conclusions de ces rencontres-là, parce que il ne s'agit pas simplement de faire un coup d'État et d'amorcer une révolution. La révolution, encore faut-il pouvoir la tenir. Parce que toute révolution subit un genre de répression. Il faut pouvoir tenir cette révolution-là 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La révolution cubaine, l'embargo, il date de 50-60 ans. La révolution française a été attaquée par les autres pays européens. La révolution bolchevique, même chose. Vous avez la Chine populaire de Mao a été attaquée et contestée. Donc, le défi pour les Africains, c'est lorsque on amorce un changement de direction au sein de nos pays, le défi donc est de pouvoir s'organiser de façon à pouvoir tenir, mais à pouvoir aussi proposer des solutions de développement qui nous permettent d'être autonomes et pleinement libres. Lors de nos indépendances, l'acquisition de nos indépendances était des révolutions. Mais on a vu ce qui s'est passé. On a sapé ces velléités d'émancipation-là par tout un phénomène d'assassinat, de sabotage des institutions, de sabotage des élections, de sabotage même de l'économie. Quand par exemple on pense à l'opération Perséide en Guinée, où on a sapé la monnaie guinéenne et ainsi de suite. Quand on prend le cas de Lumumba qu'on a renversé, quand on prend les cas de Sékou Touré et de Nkrumah, où on s'est évertué à organiser les renversements. Quand vous prenez le cas du Bénin, où on a envoyé à un moment Bob Denard, vous avez le cas des Comores. Il y a énormément d'exemples. Le cas de Modibo Keïta qui a été renversé, le cas de Thomas Sankara, par exemple, qui est intéressant parce que, si vous vous rappelez, lorsque Thomas Sankara prend le pouvoir, on se sert d'un autre militaire pour lui créer des problèmes. Et ce militaire-là, c'est Moussa Traoré, qui est président du Mali. Donc, lorsqu'on prend le cas du Mali actuellement et qu'on voit le coup d'État du Burkina. Avec cet officier qui a été formé en France, ce qui n'est pas anodin, forcément, on commence quand même à s'interroger, à fouiller un peu dans l'histoire pour voir éventuellement les pièges dans lesquels on pourrait rentrer. Parce que il y a... alors, je vais parler d'une anecdote. Par exemple, au Togo, on a la tradition de l'Evala, où c'est un rite initiatique, où vous avez du combat, vous avez des échanges, c'est des guerriers. Et on recrute parmi ces guerriers-là pour l'armée togolaise. Mais c'est à dessein, parce que justement, le rite initiatique, le rite du guerrier, vous permet d'avoir des frères qui sont parfois beaucoup plus liés avec vous que vos propres frères de sang. Donc par conséquent, lorsque vous avez des officiers, comme cet officier qui a été formé en France. Henri-Paul Sandaogo. Sandaogo, que vous avez par exemple le cas de la Guinée avec cet officier qui va être formé aux États-Unis, en Israël. Vous avez des frères de rite, des frères d'armes, des frères de combat, dont le lien est parfois beaucoup plus riche que ceux qui ont des liens de sang ou même des liens de nationalité. Et ce n'est pas anodin. Je me souviens de cette phrase de Bokassa, qui dira non mais c'est le général, on ne refuse rien au général. Donc c'est pour dire que ce qui se passe au Burkina est observé vraiment avec des pincettes, et ce qui se passe au Burkina, au Mali et en Guinée nous renvoie à notre propre rapport à l'introspection, parce que très souvent en Afrique
on ne pose pas la question de nos échecs. On pose la question de ceux qui nous agressent, de ceux qui nous attaquent et de ceux qui nous forcent à la soumission, mais on ne pose pas la question de nos échecs. Et très souvent, cette question de nos échecs vient du fait que lorsqu'on amorce nos révolutions, on n'a pas en notre sein des collèges d'experts qui vont penser l'éducation, qui vont penser les infrastructures, qui vont penser l'hôpital, qui vont penser l'économie, qui vont penser le financement. Et c'est là, justement, c'est ce collège d'experts-là, cette expertise-là, qui est en fait la plus dangereuse. Olympio se fait renverser lorsqu'il pose la question de la monnaie togolaise. C'est là où il se fait renverser. Si par exemple il avait fait le choix de rester un président potiche qui va faire des courbettes et ainsi de suite, il ne serait pas renversé. Sékou Touré, quand il pose la question par exemple il dit non à la communauté en 58 et qu'il obtient l'indépendance, Sékou Touré fait quoi? Il fait un appel à tous les intellectuels afro de la diaspora du monde qui vont venir en Guinée. Et là, il se pose la question de l'organisation, de la réorganisation de l'État guinéen. Mais qu'est-ce que l'on fait? On sape son économie parce qu'il sort la monnaie guinéenne. La monnaie malienne, qu'est-elle devenue? Donc, le plus gros défi de ces révolutions qui s'amorcent, que ce soit en Guinée, que ce soit en Mali, que ce soit au Burkina, ou que ce soit ailleurs, que ce soit par des groupes armés ou que ce soit par des partis politiques, c'est de pouvoir conceptualiser en leur sein une expertise viable de développement qui permette de s'émanciper en marge de ce que l'ancien colon nous propose. Alors, Constant Lemou, on a vu le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui s'est exprimé, comme Madame l'a dit tout à l'heure. On a vu un discours en pointe d'ouverture. Qu'est-ce qu'il veut apporter concrètement selon vous? Justement, c'est la question que je me suis posée moi-même. Parce que quand j'ai analysé sa sortie, j'ai trouvé que le jeune colonel a raté sa sortie, à mon avis. Il a raté complètement sa sortie. Et cette ratée n'est pas anodine. Dans quel contexte le coup d'État est intervenu? La mutinerie réclamait le matériel pour combattre les djihadistes. Les djihadistes. Nous sommes d'accord. On a renversé le président Kaboré qui a été élu avec une écrasante majorité et sans contestation des résultats des élections. Autrement dit, le président Kaboré a été bien élu. Alors, sauf que Kaboré n'a pas réussi à développer une stratégie pour combattre le djihadisme et instaurer la paix, consolider la paix et la sécurité des populations. Le colonel vient renverser le président élu et parle d'ouverture, de rencontres avec les partenaires du Burkina Faso, des organisations. Quelle est sa mission? Qu'est-ce qui l'a motivé dans le putsch? Est-ce que c'est pour restaurer la sécurité? Si c'est cela, est-ce que ça passe par ce qu'il a annoncé? Peut-être restaurer la sécurité passe aussi par cette ouverture. Il s'adresse aux amis du Burkina Faso qui puissent venir l'aider. Ce n'est pas une guerre civile. Au Burkina Faso, ce n'est pas une guerre civile. Il s'agit d'une guerre de guérilla, une insécurité instituée, organisée par une main noire. Ce n'est pas une organisation politique contestataire du pouvoir qui sème la zizanie au Burkina, non. C'est une insécurité dans la sous-région. Alors, lorsque il renverse un président proprement élu pour des raisons de sécurité et sa sortie porte sur des actions politiques, je dis ce colonel a raté sa sortie, ou du moins
que les Burkinabés fassent attention. Ils ont promis, les manifestants l'ont dit, ils ont promis revenir et manifester surtout si la junte n'arrive pas à faire ce qu'ils veulent. Les Burkinabés doivent faire extrêmement attention à ce colonel parce que, à mon avis, il ne semble pas avoir en tête la lutte contre les djihadistes. Mais je pense qu'il serait une stratégie pour, disons, encadrer la menace que constitue la situation malienne. Je parlais tantôt d'une désinstallation des systèmes mis en place. Aujourd'hui, il faut contrôler le Mali et nous viendrons à la situation nigérienne. Si le régime nigérien ne fait pas attention, ça risque d'être son tour. Parce qu'il faudrait mettre un dispositif tout autour du Mali pour permettre à la France de contrôler l'entrée de la Russie avec le soutien de la Chine. L'entrée de la Russie au Mali avec le soutien de la Chine. Cela va remettre en cause le système de domination de la France dans la zone et l'exploitation des pays de la CEDEAO de l'UEMOA. Horus, avant de vous retrouver, on va voir plus clair cette sortie de Paul-Henri Sandaogo. Notre ambition n'est autre que de fédérer l'ensemble des énergies de notre pays pour jeter les bases d'un Burkina Faso nouveau, débarrassé des oripeaux d'une gestion politique aux antipodes des nouvelles aspirations de notre peuple. Notre agenda est unique et il est clair, la sauvegarde de notre peuple et la refondation de notre nation. Les indicateurs de mesure de la réalisation, a-t-il souligné lors de sa première sortie de sa première adresse à la nation. Alors, par rapport au développement tout à l'heure de Constant Lemou, Madame Adanou, vous voyez clair ce que pense faire Paul-Henri Sandaogo. Oui, pour le moment, c'est flou. Et en écoutant son discours, j'ai senti quand même deux aspects dans ce qu'il annonce comme notre ambition est unique et la refondation de la nation et puis la lutte contre la sécurité et autres. Donc, du coup, je crois que vraiment, il a quand même l'ambition d'apporter la paix, de sécuriser son territoire, voilà, de sécuriser le pays et d'appeler toutes les forces vives quand même à œuvrer ensemble avec lui pour mettre quand même le Burkina sur la marche du développement, comme lui-même il avait stipulé dans son discours. Donc, pour vous, en ouvrant plus les horizons, selon vous, il se démarque un peu du schéma malien? Non, pas totalement. Pas totalement. On voit un peu le schéma malien qui se joue un peu. Bon, il peut toutefois dire, il a dit quelque part aussi, on a besoin de nos partenaires pour nous accompagner, et nationaux comme internationaux et autres. En tout cas, on a entendu ces genres de discours, mais par la suite, on a vu que bon, eux-mêmes, ils ont leur agenda, ils développent tout ce qu'eux-mêmes ils ont pensé être propre et juste pour leur population. Donc, pour le moment, je prends tout ça avec pincette, et comme l'a dit tout à l'heure M. Horus, et ne pas dire que bon, il ne veut pas, parce qu'il a dit aussi qu'il ne veut pas faire la chasse aux sorcières. Il a réuni tous les ministres et il a demandé la collaboration des membres de l'Assemblée et tout ça. Donc du coup, tout de suite, dire que bon, qu'il ne va pas le faire, le peuple le chassera. Ça, et le peuple l'a promis. Et l'a promis. Donc du coup, ils sont là, ils observent. Tout le monde observe quand même. On va voir d'ici quelques jours ce que vraiment Paul-Henri a dit dans son discours, dans sa sortie, s'il est vraiment prêt à se démarquer ou bien à se désengager de ce colon qui est toujours là en bas en train de pousser, en train de réorganiser quand même son avancée, quand même, ou bien sa position, sa même mise sur les colonies anciennes. Parce qu'on n'oublie pas tout ce qui a été dit à son propos
au début de sa prise du pouvoir, il est formé en France, il est ceci, on l'a caricaturé, on l'a jugé par-ci, mais attendons de voir, accordons-nous quelques temps pour voir vraiment s'il va poser les jalons, les bases pour avancer et ramener le Burkina sur le chemin de la paix, parce que c'est ça qui est le plus important. Il faut lutter contre la sécurité, ramener la paix. Et bon, en tout cas, les sanctions qui vont sortir, je crois que ça ne va pas jouer grand-chose dans sa détermination. S'il suivait, il respectait tout et tout ce que les chefs d'État vont dire aujourd'hui, il va se plier à tout ce qui... Là, on va comprendre que non, il y a un jeu qui se joue là-dedans. Mais pour le moment, attendons-nous. Maurice, vous aviez voulu ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que je pense que une des choses importantes lorsqu'on amorce en griffe une révolution, c'est l'éducation aux populations. L'éducation aux populations dans le sens où je pense que les acteurs se doivent d'avoir un discours franc envers les populations et ils se doivent aussi d'instruire les populations dans le type de défis qui vont affronter en amorçant cette révolution-là sur un certain nombre d'années. Vous l'avez senti dans la sortie de Paul-Henri Sandaogo? Justement, je ne le sens pas dans la sortie de plusieurs des acteurs. Par contre, c'est vrai qu'au Mali, lors des manifestations, j'ai vu des manifestants spontanément montrer qu'ils comprenaient que le chemin sur lequel, disons, le chemin qu'emprunte leur pays serait un chemin de sacrifice, mais un sacrifice qui va mener vers l'émancipation. Pourquoi je précise cela? Parce que lorsque vous avez, par exemple, au cas du Burkina, on a eu des jeunes qui sont sortis, cela a donné la révolution de 2014, avec le départ de Blaise Compaoré. Actuellement, après on a eu l'élection de M. Kaboré qui a été réélu, et maintenant on a un nouveau coup d'État. Maintenant on a des jeunes qui disent, effectivement on peut comprendre, oui, si vous n'arrivez pas à faire la mission pour laquelle vous êtes actuellement au pouvoir, nous vous délogerons. Ça va plus loin que ça, parce que dans les pays dont la révolution est menacée, historiquement, ce qu'on fait, c'est une conscription. Ça veut dire que les gens s'engagent. Ils ne font pas que booster ceux qui sont au gouvernement ou qui gèrent le pays, ils s'engagent eux-mêmes. Lorsque vous avez aux États-Unis la guerre pour les indépendances, il y a une conscription. Vous allez en France pour la Révolution française, il y a une conscription. Napoléon, il est colonel, je ne sais plus, à 16 ans ou un truc comme ça. Il y a une conscription. Vous allez en Chine, la grande marche de Mao, il y a une conscription. On engage les hommes au fur et à mesure. C'est pour ça, mais vous ne pouvez, la Chine est difficilement flexible sur certaines choses parce que historiquement, on fait comprendre au peuple chinois que c'est le sacrifice des populations qui a amené à ce succès-là. C'est comment on appelle, la révolution culturelle qui a fait un certain nombre de morts qui a amené à cela. Vous allez à Haïti, c'est la même chose. C'est du peuple qui coalise et qui va. Donc à un moment, c'est bien de dire à ceux qui gouvernent, attention, on vous surveille, attention, on vous surveille, mais il y a une autre attention aussi. Il y a l'attention de, en termes de participation, qu'est-ce que nous fournissons? Et il faut avoir le courage de dire cela aux populations et d'encadrer les populations qui veulent le faire. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Mali, quand vous avez eu à un moment les attaques djihadistes, et spontanément, des jeunes se sont levés pour dire « nous voulons défendre la nation ». Et ils se posaient la question de l'encadrement de ces troupes. C'est ce qui s'est passé au Burkina, dans le nord du pays, où vous avez eu les chasseurs traditionnels, les groupements de villageois qui ont commencé à coaliser pour assurer leur défense. Et il faut encadrer cela. Donc, à un moment, aux populations, comme je dis, il faut une éducation aux populations et il faut faire comprendre aux populations qu'à un moment, on a besoin de leur participation. Et un des défis de l'État, justement, c'est d'assimiler cette participation-là et de l'organiser au mieux. Parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, les populations vont vous demander des comptes. Ceux qui ont participé à la révolution de 2014, ce qui fait aussi la déchéance de M. Kaboré, c'est ça, c'est qu'elle demande
des comptes. Des comptes, ouais. Donc, c'est la même chose pour ce coup d'État-là. Ouais. Donc, quand il y a des jeunes qui disent, oui, voilà, nous vous nous surveillons, il ne puis, faut pas pour oublier surveiller. que les modèles qu'ils prétendent corriger sont des modèles où, dans la plupart, il y a eu conscription. Les gens se sont engagés. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, mes chers invités, après juste le journal. On parlera du Niger et du Togo.